Monsieur Combi, nous sommes très heureux de votre présence parmi nous. Vous êtes directeur du programme Drone depuis décembre 2023. Et quels sont les grands chantiers de votre direction pour l'année 2024? Bon, tout d'abord, je suis vraiment ravi de pouvoir échanger avec vous et donc merci de m'offrir cette possibilité de m'exprimer à l'occasion de votre assemblée générale. Alors les chantiers, de la DESAC, en tant que directeur de programme drone sont nombreux, mais ils tournent tous autour d'un même sujet qui est la sécurité des vols, la sécurité des vols étant le cœur de métier de la DESAC. Alors, il y a un chantier du quotidien au niveau de la direction de programme, hein, qui est celui d'animer un réseau d'experts de la DESAC, qui constitué de techniciens, d'ingénieurs, et qui œuvrent au quotidien pour s'assurer de la bonne mise en œuvre, si vous voulez, des règles de sécurité par chacun des acteurs. Et là, on est pleinement impliqué sur ce sujet. À ce titre, par exemple, je signe une centaine d'autorisations d'exploitation par an, hein, et nous avons donc ce chantier de tous les jours qui consiste à répondre aux attentes des opérateurs ambitieux qui visent la catégorie spécifique. Et ça prend beaucoup, beaucoup de temps et d'expertise de la DESAC. Mais tout comme mon prédécesseur, je tiens vraiment à ce que ce travail soit réalisé avec le plus grand sérieux parce que derrière, c'est la crédibilité de la filière qui est en jeu si le travail n'est pas bien fait, hein. Donc, c'est, je dirais, dans l'ensemble de mes tâches, une tâche vraiment importante. Ensuite, je dirais que la direction de programme drone conseille aussi des porteurs de projets qui vont encore plus loin, en particulier en se projetant dans la catégorie certifiée. Et bon, nous sommes régulièrement, enfin nous des SAC, hein, en contact avec des porteurs de projets et on essaye de les conseiller de la meilleure façon pour qu'ils puissent mener à bien leurs projets ambitieux. Et puis il y a aussi des chantiers réglementaires en cours, hein, comme des chantiers au niveau européen, des chantiers au niveau international. Alors, bon, vous le savez, hein, la réglementation européenne est rentrée dans sa phase complète de mise en œuvre le 1er janvier avec l'arrivée notamment hein, des STS, mais il reste encore quelques chantiers importants. Je pense en particulier à l'avènement de la SORA 2.5, dont les travaux de finalisation sont en cours. Et bon, le document final de la SORA 2.5 devrait être acté par Jarus en mai prochain. Et il conviendra ensuite d'européaniser ce document. Pardonnez-moi ce terme, mais c'est celui qui a été employé par l'EASA à l'occasion du TEB de la semaine dernière. Et là, l'EASA est bien évidemment la seule qui aura la maîtrise du calendrier. S'agissant de la catégorie certifiée, là aussi, au niveau réglementaire, ces travaux nous occuperont bien dans le sens où ils donneront lieu à des réunions, en particulier au niveau ACI. Voilà, donc vous voyez, on est à la fois très occupé sur le quotidien, dans l'application des règles et dans l'accompagnement de porteurs de projets, mais il convient aussi de préparer l'avenir, et en particulier en travaillant sur une évolution du cadre réglementaire. Comme vous l'avez dit, vous êtes au cœur de nombreux chantiers, et notamment un que vous avez évoqué, donc la mise en place de la réglementation européenne, hein, qui est pour les scénarios standards, donc spécifiques, depuis le 1er janvier 2024, et notamment la demande de mise en place de nouvelles formations et de nouveaux examens. Comment est-ce que vous proposez d'accompagner ce changement aujourd'hui? Bon, alors, effectivement, depuis le 1er janvier, donc ce nouveau cadre réglementaire qui concerne les scénarios standards européens est rentré en vigueur. Je sais que ce n'a pas été simple pour un certain nombre d'opérateurs. Bon, c'est toutefois quand même un changement qui est annoncé depuis longtemps, hein. Donc, on espère que une bonne partie des opérateurs ont pu anticiper l'arrivée de ce nouveau contexte, la mise en place de ce nouveau contexte réglementaire.
Mais notant un certain nombre de difficultés, on peut comprendre, la DESAC a décidé, comme vous le savez probablement, de faciliter la mise en œuvre des premières formations STS en mettant en place un régime dérogatoire. Alors j'insiste sur le fait que ce régime dérogatoire ne porte pas sur les opérations STS en tant que telles, puisque un opérateur qui veut opérer selon les scénarios standards européens doit disposer de tout ce qui va bien pour ça. Je pense en particulier aux drones de classe, je pense en particulier aux compétences des télépilotes. Non, le régime dérogatoire ne porte que sur la partie formation pour aider les acteurs de la filière et les opérateurs à s'approprier le contexte STS à travers une formation pratique qui est facilitée en donnant la possibilité aux organismes de formation de s'affranchir des drones de classe C5 et C6, mais toutefois quand même bien évidemment en utilisant des UAS, enfin des drones dont les fonctionnalités et les caractéristiques doivent être représentatives de l'environnement de test à mettre en place, hein, bien évidemment. Et puis, dans ce régime dérogatoire, il est question aussi de... Enfin, ce régime dérogatoire offre aussi la possibilité aux télépilotes qui délivrent la formation pratique de pouvoir s'appuyer sur leurs compétences qu'ils ont pu acquérir par le passé, en particulier sur les scénarios standards nationaux. J'insiste aussi sur le fait que ce cadre dérogatoire précise que, au plus tard, à la fin de la dérogation, qui est d'une durée de 8 mois, hein, les télépilotes qui délivrent la formation auront dû régulariser leur situation en passant en particulier le certificat théorique et en ayant subi une évaluation croisée par un pair dans le cadre d'un programme croisé d'évaluation. Merci. Donc, on l'a bien compris, la dérogation que vous avez mise en place va permettre de booster la transition quelque part réglementaire au niveau de la formation. Concernant la mise en conformité donc des télépilotes par rapport à l'examen théorique, est-ce que vous pouvez nous donner un agenda aujourd'hui de la mise en place du CATS au niveau français? L'ADESAC s'engage à mettre en place cet examen au plus tard au mois de juin. Et je suis en relation très serrée avec la direction en charge de ce dossier. La bonne conduite de la mise en œuvre de ce certificat, enfin de cet examen conduisant au certificat théorique. Donc, nous faisons le maximum pour que ce certificat soit disponible au plus tard au mois de juin. Merci. Alors, une petite précision, toujours concernant les organismes de formation. Est-ce qu'un organisme de formation devra se déclarer sur Alpha Tango comme utilisateur de la dérogation, c'est-à-dire qu'il pourra enregistrer son système dérogatoire avec un drone sans avoir de drone de classe directement par l'application, ou bien il y aura une procédure différente? Comment est-ce que ça va fonctionner structurellement? Ce que la dérogation prévoit hein, dans son contenu, c'est que les organismes de formation envoient un mail hein, donc aux adresses fonctionnelles des SAC interrégionales territorialement compétentes, de sorte à ce que l'organisme de formation informe cette DSAC hier de son intention de délivrer la formation dans le cadre de ce champ dérogatoire. Donc un simple mail suffit. Hein. Alpha Tango n'a pas de fonction à cet égard. Donc, si je résume dans la procédure, un centre de formation qui a des formateurs qui ont passé donc, le CATS théorique pourront délivrer donc, des formations avec des drones hors classe en simplement se déclarant donc, via des SAC IR, donc régionales, et ce pendant une période de 8 mois. C'est bien ça? Voilà, donc ça va nous mener jusqu'au mois d'octobre. Très bien. Pour les nouveaux exploitants, donc en STS, ils vont devoir rédiger un annexe. Est-ce que la DGAC prévoit la sortie d'un modèle, comme elle l'a fait régulièrement aux différents changements réglementaires, aux différentes périodes de transition, avec un modèle afin de donner un cadre de départ pouvant aider ces nouveaux exploitants? Bon, alors, tout d'abord, bien évidemment, il revient aux organismes de formation hein, de s'organiser pour être conformes à la réglementation, et en particulier à travers la production de Manex. Après, la DSAC a effectivement vocation, quand elle le peut, à
à accompagner les opérateurs et les organismes de formation dans leur démarche. Mais notre première vocation, c'est bien vérifier la bonne application des exigences du règlement. Mais toutefois, dans le cadre de l'ex-GT Transition, des travaux ont été menés par les acteurs de la filière pour produire des documents de type guide ou template de Manex pour aider les organismes de formation à réaliser leur travail. Par rapport à la mise en place des STS, un écueil provisoire qui a été notamment relayé plusieurs fois, ce sont les drones de classe pas encore disponibles. Aujourd'hui, quelle solution a un exploitant sur le terrain concernant cet écueil? Bon, alors tout d'abord, la DESAC a fait le même constat que les opérateurs. Effectivement, le début 2024, les drones de classe ne sont pas apparus comme ça par magie, je dirais, sur le marché. Donc il y a une dynamique qu'on aurait peut-être souhaité plus rapide, plus forte. Mais ça, effectivement, il revient aux constructeurs de mettre sur le marché ces drones. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas être fait par d'autres acteurs que les constructeurs. Mais on note quand même aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de drones de classe sur le marché. Donc les constructeurs se sont mis effectivement sur le sujet et ayant fait d'ailleurs le point avec l'EASA la semaine dernière, on voit effectivement une multiplication des produits qui arrivent sur le marché des drones de classe. Donc, alors, le fait que la dynamique semble positive, c'est une bonne chose, car aucun cadre dérogatoire n'est prévu pour les opérations STS à proprement parler. On a parlé d'un cadre dérogatoire pour la formation, mais pas pour les opérations. Donc, on ne pourra s'appuyer que sur une dynamique de marché positive pour faire en sorte que, effectivement, les acteurs, les opérateurs puissent opérer donc, avec des drones de classe. Alors, vous avez cité notamment les ASA, effectivement, concernant toujours ces drones de classe, qui affichent une liste actuelle donc, des drones classés CE, une liste qui, au regard du nombre de drones qui s'affichent disponibles sur le marché avec des notifications de classe qui paraît faible. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut se rassurer sur la validité d'une classe attribuée à un drone? Quelle référence d'information on a? Puisque le site de l'EASA ne répertorie pas encore, ou on ne sait pas à quelle fréquence il va répertorier donc, les drones de classe. Quel document doit exiger un constructeur pour la preuve de cette certification et quelle est la responsabilité du constructeur dans l'annonce d'une détention de classe pour un drone proposé à la vente? Alors, le premier document qui me vient à l'esprit, c'est le règlement 945, bien évidemment, qui définit ce qui est attendu pour tel ou tel drone de classe. Ça, c'est la première chose. Ensuite, j'insisterai sans ambiguïté sur le fait que le marquage de classe engage d'abord la responsabilité d'un constructeur. Donc, si un constructeur met sur le marché un drone de classe C3, eh bien, c'est de sa responsabilité. Première chose. Ensuite, il existe un cadre réglementaire qui va décliner les exigences européennes au niveau national. Alors, ce cadre réglementaire, il porte d'abord sur une phase amont de mise sur le marché. Cette phase amont, elle est décrite dans un arrêté qui est sorti le 22 février 2023, qui est relatif à la notification des organismes d'évaluation de la conformité des systèmes d'aéronefs sans équipage, et qui prévoit que lorsqu'un constructeur met sur le marché un drone de classe C1, C2 ou C3, au préalable, il s'est assuré auprès d'un organisme notifié de la bonne conformité des drones qu'il va mettre sur le marché. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la phase amont de surveillance du marché. Alors, étant entendu que cette phase amont ne concerne pas en particulier les drones de classe C5 et C6, puisqu'il revient au constructeur de
s'assurer de la bonne conformité de ces drones en s'appuyant, par exemple, sur des laboratoires spécialisés. Mais au-delà de cette phase amont, la DGAC prépare un cadre réglementaire qui fixera une phase aval qui comment dire, donnera la possibilité à l'autorité de surveillance du marché, qui est la DGAC, d'aller prélever des aéronefs sur le marché pour bien vérifier que ces aéronefs sont bien conformes à la classe déclarée. Voilà. Alors, ce règlement devrait sortir dans le courant de l'année, d'ici, je pense, l'été, sans que je m'engage. Mais il est important que je vous dise ça parce que, d'abord, j'insiste, cette affaire est une affaire de responsabilité de constructeur. Hein. Et deux, un dispositif de surveillance est en cours de finalisation et c'est là où effectivement la DGAC aura un rôle à jouer de façon enfin, du moins de façon à s'assurer que lorsque il y aura lieu de vérifier que tel ou tel produit sur le marché est bien conforme, eh bien, on le fera grâce à cet outil réglementaire. Donc, si nous avons bien compris aujourd'hui, concernant spécifiquement les drones de classe C5 et C6, pour les constructeurs qui ne passent pas par des organismes notifiés, est-ce que, il y aura un contrôle qui est systématique ou, je veux dire, ce sera fait de manière aléatoire ou par prélèvement, par échantillonnage? Comment est-ce qu'on peut rassurer aujourd'hui l'acheteur qui doit investir sur des machines, je veux dire, de classe C5, C6, auprès d'un opérateur qui est non notifié? Est-ce que la DSAC apporte une garantie qu'il y aura un contrôle donc, dans le courant de l'année ou... Alors d'abord, sur les drones de classe C5 et C6, effectivement, comme je l'ai dit, un constructeur ne passe pas par un organisme notifié. Hein. Ça, c'est... Voilà. Donc, et ça ne changera pas avec la mise en place du cadre réglementaire qui est en cours de définition. Et puis, j'insiste une fois plus sur le fait que si le drone n'est pas conforme, un jour ou l'autre, ça se saura. Pardon. Et donc, dès lors que ça se saura, nous prendrons des mesures adéquates avec la possibilité de retrait du marché de ce drone. Et puis, bon, pour un constructeur qui s'aventurerait à ne pas être conforme, je pense que c'est un risque au plan commercial qui mérite d'être évalué avant la mise sur le marché de tels drones non conformes. D'accord. Donc voilà, enfin, moi j'insiste, hein, c'est d'abord une histoire de responsabilité des constructeurs. L'ADSAC, la DGAC fera son travail de surveillance du marché. Alors, par échantillonnage, on ne sera pas sur du systématique, mais dès lors qu'on aura un doute suffisamment fondé, on sera tout à fait légitime à aller vérifier que tel ou tel produit est bien conforme. Ok. Et les remontées d'informations de la filière pourraient contribuer, par exemple, à investiguer ou à faire en sorte que la DSAC puisse réagir en cas de non-conformité de certains drones. Enfin, quel va être le processus? J'ai déjà reçu quelques informations qui m'ont valu quelques explications auprès de quelques constructeurs et des discussions d'ailleurs intéressantes avec des constructeurs qui sont de bonne foi et qui souvent donnent des explications qui sont tout à fait valables. Mais il est vrai qu'il est important pour un constructeur d'être le plus transparent possible sur sa façon de procéder. D'accord. Très bien. Est-ce que, il y aura une liste qui pourrait être éditée par la DSAC lors de ces contrôles des constructeurs qui auront été audités et jugés valables sur certains types de produits? Est-ce qu'on peut attendre dans le futur, je veux dire, voilà, des remontées d'informations de la part de la DSAC suite à ces contrôles pour faire valider la qualité de certains produits? Disons que notre rôle sera surtout de pointer les problèmes. Et enfin, dès lors qu'il y aura un gros problème, l'information circulera. Voilà.
Je pense que c'est ça surtout qu'il faut retenir, Donc, une partant du principe de responsabilité des constructeurs. La DESAC fait d'abord effectivement confiance aux constructeurs, mais confiance n'exclut pas contrôle, donc de temps en temps, effectivement, on ira donc, vérifier, on fera notre travail. on est bien d'accord qu'aujourd'hui, un constructeur qui afficherait un drone en disant, déclarant que la C5 approuvée par la DGAC ou la DESAC n'est pas conforme, puisque la DESAC ne délivre pas d'approbation ni de Absolument, vous avez validation. entièrement raison. Un autre sujet maintenant concernant la modification de l'arrêté espace. Nous avions eu donc à la fin de l'été 2023 un projet d'arrêté qui devait sortir donc dans les termes ou bien avec modification pour le 1er janvier 2024. Cet arrêté n'est pas paru. Y a-t-il des hypothèses de rectification du projet, de modification dans le cadre de vos discussions interministérielles? Alors, effectivement, cette évolution de l'arrêté espace qui était initialement donc souhaitée par la DGAC n'a pas pu aboutir. Et pour ça, il faut quand même que j'explique quelques éléments un peu fondamentaux. D'abord, l'arrêté espace est un arrêté interministériel. La DGAC étant une direction générale du ministère en charge des transports, eh bien, lorsque la DGAC fait une proposition d'évolution d'un tel arrêté, elle fait une proposition sur la base de ses prérogatives et de ses compétences qui sont du ressort de la sécurité des vols. Donc ça, c'est le premier point. En interministériel, lorsqu'on discute d'une évolution d'un tel arrêté, d'autres ministères vont mettre sur la table d'autres types de sujets qui ne sont pas dans le champ de prérogative de la DGAC. Et c'est bien ces sujets-là qui ont fait que notre proposition DGAC d'évolution de l'arrêté espace n'a pas pu aboutir. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on a présenté cette évolution de l'arrêté espace, ce projet d'évolution de l'arrêté espace, eh bien, d'autres ministères, et en particulier le ministère de l'Intérieur, nous a fait remarquer que dans un contexte JO, et dans un contexte aussi géopolitique international très particulier, et ça n'aura échappé à personne, eh bien, on ne pouvait pas, comment dirais-je, permettre une ouverture sans contrôle des vols en catégorie ouverte en agglomération. Bon. Là-dessus, nous, DGAC, on a entendu la remarque du ministère de l'Intérieur et qui est tout à fait dans son rôle lorsqu'il fait ce genre de remarques. Hein. Et la DGAC n'a pas particulièrement de commentaires à faire sur effectivement les inquiétudes du ministère de l'Intérieur qui sont totalement légitimes eu égard à ses prérogatives. Bien. Mais au final, pour qu'un arrêté puisse évoluer, il faut qu'il y ait un consensus. Donc dans un contexte pareil, bien évidemment, le consensus n'était pas possible. Alors, pour autant, est-ce qu'on ne fait plus rien maintenant? Est-ce qu'on dit, bon, ben, l'affaire est pliée et puis donc les drones ne voleront plus jamais en agglo en catégorie ouverte? C'est pas ce que ça veut dire, puisque, bien évidemment, tout le monde a conscience, et le ministère de l'Intérieur aussi d'ailleurs, hein, de l'intérêt du développement de vols de drones, pourquoi pas en agglomération, parfois d'ailleurs pour répondre à des objectifs de mission d'intérêt général. Hein, donc, il peut y avoir un intérêt, bien évidemment, aussi pour le ministère de l'Intérieur, mais tout ça doit se faire dans un cadre parfaitement maîtrisé. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que les JO, qui ont été, pour le coup, ben là, une contrainte vis-à-vis de notre objectif d'évolution de l'arrêté espace, il faut aussi voir cette contrainte comme une opportunité. Et là, je vais expliquer un petit peu, c'est que, en fait, et en particulier en région parisienne, l'activité drone en agglomération va nécessiter un cadrage dans les mois à venir, en particulier durant la période des JO, un cadrage très strict, avec un travail de programmation, donc
J-1, J-2, etc., etc. Bon, tout un dispositif va être mis en place, et c'est un dispositif qui est intéressant parce qu'il va permettre aux directions du ministère de l'Intérieur, aux préfectures, d'avoir une image précise de l'activité drone programmée. Et on voit bien que, eh bien, au-delà des JO, les forces de police auront un intérêt à bénéficier de toute cette expérience qui aura été acquise durant les JO. Donc c'est pour ça que, à l'issue des JO, en interministériel, l'évolution de l'arrêté espace va à nouveau être discutée sur la base de toute l'expérience qui aura été acquise durant la période des Jeux Olympiques. Donc, je suis assez confiant sur le fait que nous aurons des discussions intéressantes avec les autres ministères. Et alors, bien évidemment, je ne pense pas, si vous voulez, que le 15 septembre, en un claquement de doigts, vous aurez une nouvelle version de l'arrêté espace. Mais je pense qu'on aura toutes les bases, justement, pour trouver une solution qui sera pérenne et robuste pour répondre aux attentes des acteurs de la filière. Concernant l'arrêté, par rapport à ce que vous dites sur le laboratoire, en quelque sorte, d'expérience de la maîtrise des drones pendant ces JO et l'arrêté, enfin le communiqué qui vient sortir de ce matin, comment est-ce qu'on va pouvoir faire le lien s'il y a une interdiction totale des survols de drones sur la ville parisienne? Comment est-ce qu'on va pouvoir expérimenter? Est-ce que ce sera uniquement sur la partie répressive, donc, puisque tous les vols seront jugés, il n'y aura pas de système dérogatoire pour survoler Paris? Ou comment est-ce que vous voyez en fait le retour d'expérience, le bilan de cette expérience, si l'expérience est annihilée par cet arrêté? Alors, non, c'est très Paradoxe. intéressant. C'est une question donc, qui est très pertinente. Je veux dire pourquoi? C'est qu'effectivement, vous avez une communication de la préfecture de police qui dit qu'il n'y aura aucune dérogation en P23 à Paris. Et en même temps, je vous dis qu'effectivement, on va pouvoir bénéficier de la période JO et de l'activité drone en région parisienne. Ben oui, en fait, il y aura beaucoup d'activités drone en région parisienne, mais ce sont des activités qui s'inscriront dans le cadre des Jeux Olympiques. Donc, l'ADSAC va continuer son rôle de contrôle des activités d'exploitant, on l'a bien compris. Est-ce que vous allez porter des efforts spécifiques sur certains sujets en particulier ou d'autres sujets? On pense- Bah, déjà, bien évidemment, on va poursuivre notre rôle de contrôle des activités des exploitants de drones parce que c'est notre métier. Dans une logique dite de RBO, hein, Risk-Based Oversight, donc on est dans une logique assez classique comment dire, de déclenchement d'audit en évaluant le risque de tel ou tel opérateur. C'est quand même le principal je dirais, entre guillemets, driver hein, de nos décisions. On essaye d'avoir des activités de surveillance, dans la mesure du possible, à plus forte valeur ajoutée possible. Mais, bien évidemment, ces activités de surveillance en 2024 s'inscrivent dans un contexte de mise en œuvre de nouvelles réglementations. Donc, on va s'intéresser aussi, mais pas que, à la façon dont ces nouvelles formations vont être délivrées. Donc, vous avez organisé ce matin une réunion du GT Réglementation lors de notre AG. Est-ce que vous pouvez nous rappeler donc, le rôle de ce GT qui avait été arrêté donc, par vos prédécesseurs et les projets à venir pour 2024? Alors effectivement, j'ai souhaité ce matin réunir le GT Réglementation et sécurité des vols parce que j'ai estimé qu'il était intéressant, important et intéressant de faire un point sur tout ce qui a été fait jusqu'à présent autour de la sécurité des vols dans le cadre du GT Transition. Alors, le GT Transition, ça me semblait plus être la bonne dénomination dans le sens où la réglementation est effective depuis le 1er janvier. Bon. Mais ceci dit,
le sujet réglementation et sécurité des vols demeure et intéresse les acteurs de la filière. Et d'ailleurs, ça tombe bien, c'est le cœur de métier de la DESAC. Et donc, mon souhait à travers ce GT qui a eu lieu ce matin, c'est de focaliser nos efforts sur les aspects réglementaires liés à la sécurité des vols. C'est-à-dire que la sécurité des vols reste le fil conducteur de notre réflexion. On a fait un point ce matin sur les travaux qui ont été conduits dans différents groupes, s'agissant des opérations de grande élongation. On a parlé aussi de formation STS, de SORA, de normalisation. Et on a ce matin réfléchi sur la suite, sur la façon dont on envisage de réorienter les efforts qui ont été engagés par mes prédécesseurs il y a quelques années. Voilà. Donc, bien, je vais évaluer maintenant un petit peu, à l'aune de tout ce qui s'est dit ce matin, comment faire évoluer notre réflexion. Et vous serez tenu informé de la suite, bien évidemment. Merci, Monsieur David Combi, pour avoir répondu à toutes nos questions et aux attentes de la filière. Nous sommes ravis que vous ayez relancé le GT réglementation et espérons pouvoir continuer à collaborer avec vous et avec les services de la DESAC pour tous les chantiers actuels et ceux à venir. Écoutez, je vous remercie de m'avoir offert cette occasion de pouvoir m'exprimer auprès de vos adhérents et je vous souhaite une excellente assemblée générale. Merci.